Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Très content de vous voir ici tout le monde aujourd'hui. Mon nom est Pierre Morin, je suis le directeur des opérations pour le réseau Accès Participation. Et on vous invite aujourd'hui naturellement à ce webinaire sur un peu la présentation du nouveau normal, effectivement. Autrement dit, qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans le milieu des sports et loisirs pour les probablement les prochaines années qui s'en viennent. Alors aujourd'hui, j'ai des co-présentateurs avec moi. Je remercie d'ailleurs d'être ici aujourd'hui. J'ai Geneviève Barrière, la directrice générale de l'Alliance québécoise de loisirs publics. J'ai Martin Junot, qui est le représentant du Québec au conseil d'administration de l'Association canadienne des loisirs et parcs. Puis j'ai Steve Hager, mon collègue, mais surtout le PDG du réseau Accès Participation, qui va faire la présentation avec moi. Alors aujourd'hui, effectivement, on va faire un peu le tour du projet, mais avant tout ça, j'aimerais juste donner l'opportunité à Martin de présenter à titre de représentant au conseil d'administration pour le Québec de l'Association canadienne des parcs et loisirs, de nous souhaiter la bienvenue. Oui, alors merci Pierre. Dans le fond, ça me fait plaisir de vous voir ici aujourd'hui au nom de Mike Roma, qui est le président du conseil d'administration de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Dans le fond, la CPL est vraiment fière du projet REC Évolution. C'est vraiment là, un projet incroyable. J'ai vu la présentation en anglais cette semaine. Vous allez voir, c'est vraiment bien. C'est vraiment comment on va faire pour se relancer comme industrie au niveau du parc, des parcs, des loisirs et du sport. La CPL, c'est quoi, grosso modo? Bien, c'est un regroupement de 13 provinces et territoires qui réseautent ensemble, qui partagent leurs expériences dans un intérêt collectif, dans le fond, pour faire avancer les différents dossiers auprès du gouvernement des parcs et des loisirs. C'est une équipe, dans le fond, de 7 employés, plusieurs bénévoles, les différents dirigeants des différentes associations de loisirs provinciales et territoriales qui sont là, puis des partenaires gouvernementaux qui sont là pour les bienfaits du loisir puis l'avancement du loisir, dans le fond, au Canada. On a également, je vais faire une petite plug, là, Pierre, on a aussi le banc acpl.ca qui est vraiment un endroit superbe si vous voulez avoir des ressources anglophones, mais francophones aussi, c'est un endroit où on peut aller réseauter, échanger des documents. Puis je crois que aussi la présentation d'aujourd'hui, en théorie, devrait se retrouver là. Il va sûrement avoir un groupe de discussion qui va partir de là. Donc, comme vous savez, la dernière année a vraiment été éprouvante pour plusieurs, les citoyens, nos collègues, les différentes organisations qu'on aide. La pandémie, dans le fond, le bon côté de ça, c'est que ça a démontré que c'est important, les parcs, c'est important, les loisirs dans nos communautés, dans notre société, pour les gens. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire vraiment ce projet-là qui est le REC Évolution. On a réussi à faire preuve ensemble de résilience, de créativité pour faire évoluer nos services. Puis je vais enlever mon chapeau de représentant de la CPL une seconde, puis je vais mettre mon chapeau de gestionnaire des loisirs sur la base de Valcartier. Ça a été très difficile. On a perdu plein d'employés. Nous, on était une centaine, puis maintenant, on était rendu 4. On a touché le fond. Là, maintenant, on est en train de se relancer. On réembauche des gens, on revoit notre programmation, on refait des nouveaux partenariats. C'est vraiment avec l'évolution. Vous allez m'entendre parler, mais ça va vraiment nous propulser vers l'avant pour plusieurs années, là, comme Pierre a dit. Puis en tout cas, j'espère que ce webinaire-là va vous aider dans vos réflexions puis ou de vous valider en même temps là, dans la suite des choses. Donc, merci encore une fois d'être là, puis je te passe la parole, Pierre. Bien, merci beaucoup, Martin, pour le mot de bienvenue. Puis effectivement, tu as raison de dire qu'on a tous été touchés dans la dernière année. Je veux juste la rappeler, on parle de renouveau, on parle de résilience. Il ne faut quand même pas oublier, puis je me permets de le dire, c'est 11 000 personnes au Québec qui sont décédées de la COVID. C'est 25 000 au Canada. C'est 1,4 million personnes. 1,4 million, oui, on l'a eu. 1,4 million de personnes qui ont eu la maladie. Donc, puis on n'est pas sorti. Ça, c'est clair aussi, il faut se le dire, là, même si ici, particulièrement au Québec, là, pour ceux qui sont au Québec, ça va très bien. Il faut rester sur nos gardes. Il faut faire attention. Puis bravo tout le monde pour les efforts qui ont été faits. Voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, on est content aussi d'arriver avec cette idée-là du projet Récrévolution. Le projet Récrévolution, c'était beaucoup l'idée du directeur de projet, M. Fruttenberg, et qui s'est associé avec on pourrait appeler ça des seniors,
Oui, une question d'âge, là, ici, au niveau canadien, d'intervenants. Donc, peut-être certains parmi vous connaissent ces noms-là. Joe Doiron, qui était à l'Agence de santé publique. Brian Johnson, qui, lui, est à Colombie-Britannique. Larry Ketchison, qui est le fondateur, entre autres, de l'Association des parcs et loisirs de l'Ontario, puis qui est un instigateur ou sinon le créateur de l'idée des bienfaits des parcs et loisirs. Alors, tout le monde sait à quel point ça a été un phénomène important. Puis je veux juste souligner particulièrement, parce que je sais que dans le webinaire actuellement, la collaboration de Mme Diane English. Diane, qui est probablement celle qui a travaillé le plus ardemment dans ce travail-là, puis qui nous a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la production en français de la présentation. Alors, je me permets juste de faire un kudos to you, Diane English. Thank you for everything. Ce projet-là aussi a été réalisé en collaboration donc, avec le RAP, qui a agi un peu comme la voix francophone, puis d'assurer la représentation francophone au sein de ce projet-là. Il y a naturellement l'Association canadienne des parcs et loisirs, Mme C.J. Noble, la directrice générale, et on s'est associé dans le cadre du projet avec des firmes de recherche, dont Monty Brown, et des étudiants au doctorat des universités de Waterloo, Windsor. Donc, une assez bonne équipe pour un projet qui, on l'espère, va vous aider à revenir après la pandémie. Comment ça s'est réalisé, ce projet-là? Puis qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'on va voir ce qu'est Récrévolution, autrement dit, comment on a réalisé le projet. On va parler de l'ensemble des données qu'on a été chercher, vous parler un peu des premiers constats, les axes de travail qui ont été identifiés pour un retour réussi. On a 5 thématiques à partager avec vous, là, un peu 5 axes aussi, là, ou colonnes de thématiques pour vous aider dans le retour. Puis, on va parler des prochaines étapes. Donc, c'est ce qui s'en vient dans la prochaine, moi, je vous dirais, prochaine demi-heure ou à peu près. Donc, Récrévolution, vous allez me dire, wow, c'est quoi le projet? Puis vous le voyez ici, c'est vraiment, il faut le dire, là, tout est basé sur des données probantes. Autrement dit, il n'y a rien de ce que vous allez entendre ici aujourd'hui qui sort de l'expérience ou de l'expertise de Pierre Morin, de Steve Hager ou de Geneviève Barrière. C'est un ensemble de données en 4 éléments vraiment qui vont vous être présentés. Il faut comprendre qu'en premier lieu, on a fait une recherche sur tous les sondages qui ont été publiés. Donc, dans la dernière année, concernant l'impact de la COVID dans le milieu des parcs et loisirs. On a aussi fait une revue de littérature, je vais revenir là-dessus tranquillement. On a fait une revue de littérature. On a aussi eu des groupes de discussion, puis on a aussi essayé d'identifier par le milieu des pratiques prometteuses. Tout ça, effectivement, pour produire ce webinaire que vous avez là aujourd'hui, et je le souligne, des feuillets d'information qui vont être disponibles là, dès après le webinaire, puis qu'on va vous faire parvenir dans les meilleurs délais. Tout ça pour qu'effectivement, le milieu des sports et loisirs, des parcs, des sports et des loisirs puisse réussir à revenir après la COVID, quand ça va être fini. Je ne le dirai pas assez souvent, je pense. Je vous parlais rapidement donc des sondages. Donc, ce qu'on voulait, je m'excuse d'avoir oublié ça, donc ce que ça touche, c'est vraiment les personnes, les lieux, les espaces, les politiques, les programmes. Par rapport aux sondages, je veux juste vous dire qu'on a traité 103 sondages différents qui ont été réalisés entre le 1er mars et le 28 février. 101 c'était des sondages qu'on appelle populationnels, 38 des sondages auprès d'intervenants, puis ça a rejoint l'ensemble de ces sondages-là, 475 000 répondants. Puis, juste pour vous dire, on n'a pas juste fait cette enquête-là au plan canadien. Les recherches qui ont été faites sont faites au plan international. Ce qui fait que donc, on a aussi, vous allez voir quand on va parler de la revue de littérature, beaucoup de documentation qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas juste au Canada et pas juste au Québec qu'on s'intéresse aux impacts de la COVID sur le milieu des sports et loisirs. Comme vous voyez, on a beaucoup de sondages qui sont venus au niveau du point de vue international. C'est pour ça qu'on a eu autant de sondages. La revue de documentation, bien, là aussi, quand même, il y a eu au-dessus de 1500 documents qui ont été identifiés, mais on avait une grille de critères pour savoir lesquels qui étaient les plus pertinents. Donc, après l'examen primaire, il nous en est resté 245. Là aussi, là, 13 canadiens, 67 proviennent des États-Unis,
Puis, bien, pour le restant, vous comprenez, si vous faites la différence, il en reste à peu près 30 121 articles, donc, puis là, on parle, donc, quand on parle de revues de littérature, c'est des revues appuyées par des pairs, idéalement. Donc, ça peut être des articles de type empirique ou commentaire. Il y en a eu 213, des revues de littérature, des études de cas, des concepts. Il y en a eu plusieurs diverses formes. Autrement dit, on s'est appuyé sur de l'information avec des données probantes. C'est toujours ça qui est important ici. On a aussi, puis certains d'entre vous étaient, étaient probablement parmi ce groupe-là, on a rejoint 170 personnes dans le cadre de groupes de discussion ou d'entrevues personnalisées. Au Québec, Steve et moi, on a fait le choix, plutôt que d'organiser des groupes de discussion, de faire des entrevues en profondeur avec 25 intervenants. Malgré ça, on a aussi fait un groupe de discussion régional ici avec les directeurs de loisirs anglophones. Il y a eu des groupes de discussion thématiques sur des perspectives différentes, par exemple sur les Autochtones, par exemple sur les nouveaux arrivants. On a aussi fait des groupes de discussion dans les grandes villes et un spécifique pour la ville de Toronto. Et ce qui nous intéressait dans la discussion, c'était vraiment quels axes dans quels axes de travail on devrait travailler, quels sont vos besoins, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, puis quelles sont les actions que vous avez faites pendant le temps de la COVID pour essayer de compenser ou de concilier avec la situation. Puis, bien, sur le plan des pratiques prometteuses, ça aussi, c'était relativement intéressant parce qu'on a demandé aux gens de nous identifier qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant la COVID puis qui pourrait être pertinente pour montrer, pour partager avec les autres. Il y a eu 70 pratiques qui ont été soumises. Il y en a 45 qui ont été choisies, 25 en anglais, 15 au niveau français, qui proviennent de 7 provinces. Donc, effectivement, il y en a 14 qui viennent du Québec. Le processus est encore ouvert en passant. Ceux et celles qui auraient des bonnes idées à partager, des méthodes de travail, des façons de faire, bien, je vous dirais, faites-nous les parvenir. On est encore ouvert, puis on peut encore les partager. D'ailleurs, un des feuillets d'information qu'on va vous faire parvenir contient justement ces pratiques prometteuses-là. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu travaillé. Je vous dirais qu'on a travaillé relativement rapidement parce qu'on a commencé le projet au début du mois de février. On est déjà rendu au mois de mai avec un webinaire, 5 feuillets d'information, un feuillet de faits saillants. Donc, on a beaucoup d'informations et on se prépare pour le futur. Puis là, vous allez me dire, bon, ben, c'est bien beau que vous ayez tout fait, mais qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce que vous pouvez nous partager? C'est là que je vais passer la parole à mon collègue Steve, puis je vais arrêter de partager mon propre écran pour que Steve partage le sien. Et c'est parti. Voilà. Alors, c'est à toi, Steve, au moment où tu le souhaites. Oui, merci Pierre. Ça ne sera pas bien long. Je vais simplement partager l'écran. Il devrait y avoir le tout en mode présentation. Alors, je te signale que tout est beau. Merci beaucoup. Alors, effectivement, suite à ces consultations, la revue de littérature, qu'est-ce qu'il en ressort? Et c'est un peu mon rôle de venir échanger avec vous sur ces différents éléments-là. Alors, d'abord, les premiers constats. Donc, lorsqu'on parle de crise, bien sûr, il y a des éléments de nécessité, mais c'est aussi, dans certains cas, des opportunités. Puis c'est ce qui est semblé ressortir là, de la part des entrevues qu'on a pu faire. Premièrement, bien, une nécessité de se parler, d'être en relation, de se concerter. Plusieurs nous ont parlé d'échanges qu'ils ont eus, notamment soit avec la santé publique, soit avec des commissions scolaires ou de réseaux d'éducation, qu'ils n'avaient peut-être jamais eu avant. Des fédérations sportives aussi qui nous ont dit avoir parlé ou entretenu des relations avec la QLM notamment, alors qu'auparavant, ce n'était pas des partenariats qui s'étaient installés. Donc, dans cette crise, se sont générées certaines opportunités de par la nécessité. Même chose nous est arrivé aussi dans certains cas, bien, un temps d'arrêt, c'est des moments de planification. Certains nous ont dit n'avoir jamais autant planifié, préparé, regardé l'avenir, préparer des scénarios plan A, plan B, plan C, qui a développé une certaine quand même capacité là, à se revirer de bord assez rapidement.
Ce qu'on entend aussi, c'est que les impacts sont sévères et certains seront durables. Ça, qu'on dit le nouveau normal, c'est des éléments qu'on se pose la question. Certains ont dit, est-ce que ça va être le retour du balancier puis qu'on va revenir à nos activités courantes une fois la pandémie terminée? Dans certains cas, oui, mais dans d'autres, non. Dans d'autres, on va être dans des situations qui vont perdurer ou du moins qui vont avoir amené des changements à plus ou moins long terme. Donc, on va les regarder ensemble tout à l'heure. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a une grande popularité et forte demande pour les parcs, les espaces verts, le plein air, nécessairement, qui parlait confinement, fermeture des installations intérieures. Ça a amené les gens à l'extérieur pour peut-être la première fois, pour d'autres l'ont redécouvert. Ça a amené une gestion, une animation des espaces publics totalement différente et qui, en tout cas, on le sent encore aujourd'hui, il y a des effets qui perdurent. Martin le mentionnait lors de l'introduction, changement et défis en ressources humaines, une perte d'expertise importante dans le secteur pour plusieurs organisations, dont ont eu cette capacité de se réajuster là. Changement et défis en termes de télétravail, mobilité des ressources, ce sont des éléments là, que l'on a vus là, assez rapidement et qui s'installent. Jamais on a eu autant besoin de communiquer, de rejoindre notre public, de rejoindre nos membres, de rejoindre notre clientèle avec des orientations, des normes et des messages clairs. On n'a qu'à penser aux différents napperons qui nous arrivent de façon assez régulière et qui viennent changer ce que l'on a de droit, ce qu'on ne peut pas, comment on interagit, comment on communique cette information-là. Alors, tous ceux qui n'avaient pas les canaux de communication ou les capacités de communiquer avec leur clientèle ont dû se développer ces moyens-là. Et clairement, ont développé une capacité qui peut-être n'avait pas auparavant de rejoindre rapidement leur population, leurs membres. La pandémie est venue aussi pousser ou exacerber une situation qui était déjà présente où ce qu'on a entendu que certaines populations qui étaient peu rejointes l'ont été encore moins en période de pandémie. On va devoir se poser des questions sur comment on peut revenir, rejoindre, rendre accessibles des activités à ces différentes clientèles-là. On va voir tantôt les résultats, qu'est-ce que ça peut représenter. Sinon, Pierre mentionnait tantôt, l'étude nous amène aussi à regarder différents axes de travail pour relancer, renouveler ou adapter et rétablir le secteur. Dans le fond, ce sur quoi on pense qu'on devrait travailler ou inviter les décideurs publics à nous aider dans le futur. Alors, ces axes-là, je vous les nomme. Bien sûr, tel que mentionné dans les constats, on doit aider le secteur à se rétablir au niveau de sa capacité organisationnelle. La perte de ressources, la perte d'expertise, les difficultés rencontrées, on ne peut pas dire que ça va se reprendre du jour au lendemain. Alors, il y a nécessairement dans la réponse, il y aura des besoins au niveau organisationnel. Aussi, une réponse à la demande accrue et aux nouvelles modalités pour les loisirs. Donc, certains ont délaissé par force, par obligation, certains sports plus organisés. Ils sont allés se rediriger vers les loisirs libres, le secteur des activités extérieures. Ça amène quand même un renouveau et une demande accrue. Et là, nos parcs, nos installations, nos équipements sportifs en pratique libre, la pratique famille, plusieurs éléments ont été bousculés et nécessiteront une réponse à cette demande accrue-là. Comment on va y arriver? Ce sont des bonnes questions et on devra y réfléchir ensemble. Soutien au changement organisationnel, opérationnel et à l'aménagement des installations, ça va un petit peu dans le même esprit. Une fois qu'on aura vu ces tendances-là lourdes continuer à s'actualiser, nécessairement, il va falloir préparer le terrain, préparer les structures pour pouvoir accueillir tout ça. Réengager les groupes vulnérables et sous-représentés, c'est un peu ce que je mentionnais tantôt. Certains ont été oubliés. Et finalement, comment on répond aux préférences, attentes et comportements du public qui évolue parce qu'il a évolué, parce qu'il a changé. Comment on prépare le secteur, on agit en transfert de connaissances, un peu comme on le fait aujourd'hui, pour se préparer à cette relance-là. À titre d'exemple, on va vous sortir quelques chiffres, mais le but de la présentation n'est pas de
d'aller dans l'ensemble de ce qui est présenté dans le document et le rapport. Ce sont des documents qui vont vous être remis. Vous allez pouvoir y avoir accès notamment via le banc, fait saillant, fiche informationnelle et le rapport complet. Mais vous voyez un petit peu des chiffres qui nous parlent. Exemple, l'augmentation de la demande pour les parcs et les espaces extérieurs de l'ordre de 80 %. L'intérêt pour les activités libres et l'activité physique en général a augmenté, alors qu'on parle aussi que 7 personnes sur 10 apprécient plus les parcs qu'avant la COVID. Alors, il va y avoir à l'intérieur des documents que vous allez pouvoir vous procurer de l'information, des données auxquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Et comme le disait Pierre, ce n'est pas nécessairement un petit échantillon, mais c'est un très large échantillon qui nous a fourni ces données-là. Si on regardait sur différentes thématiques, telles que le mentionnait Pierre en introduction, prenons d'abord la rénovation et le réaménagement des installations. Alors, c'est sûr que nos exigences en matière de santé et attentes du public à l'égard de la sécurité vont être différentes. On n'a qu'à penser, là, moi je suis également gestionnaire d'une installation sportive d'un centre intérieur, l'amélioration de la ventilation et de la qualité de l'air. Ce sont des attentes qu'on peut s'attendre du côté de la population. Comment on va vouloir aussi qu'on soit même à l'extérieur, comment on va avoir des installations sanitaires, les toilettes à l'extérieur et dans les espaces publics. Vous allez retrouver ces éléments-là. Donc, conception, équipement et opération, que ce soit filtration, nettoyage et désinfection, se sont rendus des éléments qu'on se dit, oui, là, le gouvernement va peut-être atténuer ces mesures, mais il y a certains éléments qui, on croit, vont probablement demeurer dans notre quotidien, ne serait-ce que se laver les mains en rentrant dans un établissement public. Est-ce que ça va rester ou pas? En tout cas, on peut penser que la population va peut-être même elle-même le demander. Donc, on doit rebâtir et maintenir cette confiance-là des consommateurs à l'égard de nos installations publiques, faire en sorte que ceux-ci se sentent accueillis en sécurité à tout point de vue. Lorsqu'on parle par la suite là, de la notion au niveau des installations, encore là des considérations, la distanciation physique. Comment on réduit la capacité des programmes organisés, comment on fait en sorte qu'il y ait une certaine distanciation, penser simplement cette gestion-là de la capacité à l'intérieur de nos installations. On a tous été testés à savoir combien je peux accueillir de personnes pour éviter une surpopulation, comment je peux faire en sorte que justement, je puisse garder cette distanciation-là, les entrées, les sorties. Ce sont des préoccupations qui, probablement, pourraient faire partie des prochaines exigences gouvernementales à l'égard des installations sportives et récréatives. Les équipements de protection individuelle, on a vu l'industrie du plexiglas grandir. Est-ce qu'il va encore demeurer certains de ces éléments-là? C'est à savoir. Mais c'est certain qu'au niveau des installations intérieures, que ce soit nettoyage, désinfection, distanciation, circulation, vont être des préoccupations que l'on doit avoir à titre de gestionnaire. On voit les installations 4 saisons aussi. Qui dit gestion de la capacité, dit aussi comment les aires communes sont travaillées. Je prends un exemple à titre les zones tampons. Si on ne veut pas que des gens attendent à l'extérieur, et oui, on a fait des points au sol, on a géré ça un peu à l'échelle d'un centre commercial, mais peut-être va falloir commencer à penser à des zones où les gens peuvent attendre à l'intérieur avant de pouvoir rentrer définitivement dans des espaces récréatifs. Comment on gère tout ça? C'est des nouvelles réalités avec lesquelles on doit travailler. Lorsqu'on regarde les éléments qui sont plus liés, on parlait des personnes, donc les préférences, les attentes et les comportements du public. Moi, une donnée qui me frappe très rapidement, c'est cette notion-là où on dit que 50 % des utilisateurs du gym disent qu'ils n'y retourneront pas. Alors que, si on donne un autre exemple, 87 % prévoient continuer à s'entraîner à la maison, même s'ils retournaient au gym.
Donc, il y a des évolutions de comportement auxquelles on doit tenir compte, on doit se préparer. Je faisais une autre présentation ce matin là, à la table sur le mode de vie physiquement actif au Québec, où justement les gens sont en train de planifier leur prochaine année. Ne pas prendre en compte ces données-là serait, selon nous, un manque important là, de vision. Alors, prendre le temps de regarder qu'est-ce que les chiffres nous disent, qu'est-ce que les comportements et les tendances semblent nous dicter pour faire en sorte de se préparer puis de préparer une réponse qui va être en lien avec le public, c'est une nécessité. Alors, oui, il y a eu une diminution générale d'activité physique, récréative et de loisirs, bien entendu, avec le confinement, ça a eu ses impacts. Une demande accrue sans précédent pour les espaces verts, même des fois des problèmes de surutilisation de certains espaces. On a vu des villes et des municipalités freiner l'accès à des non-résidents parce que là, il y avait une surpopulation. Tout le monde se déplaçait là, dans des banlieues ou dans des zones un petit peu plus récréo-touristiques pour y aller. OK, ça peut être temporaire, mais à long terme, est-ce qu'on ouvre la capacité de ces lieux-là? L'activité physique de loisirs de type plus général, libre, versus le sport organisé. Donc, certains ont une certaine peur de reprendre les activités sportives, reprendre la pratique organisée et se dirigeront peut-être vers l'activité de loisirs. Il y en a qui nous ont clairement dit que est-ce que ça va faire une refonte du milieu sportif? On n'en est pas là, mais il faut quand même se dire qu'il y a eu une demande accrue pour l'activité physique de loisirs dit plus récréatif. C'est ça, des programmes et des compétitions dans différentes formes ont été expérimentés. Certains ont aimé. Est-ce que ça va... On est conscient que tout ne deviendra pas virtuel, mais est-ce que le virtuel va devenir une voie pour les années à venir? Bien, dans certains cas, certains programmes vont le garder. Donc, on pense que la sécurité va demeurer la priorité. On pense que cette demande accrue-là pour les espaces verts, programme 4 saisons, une vision un petit peu plus globale, même la bulle familiale, on pense qu'il va y rester certains éléments. On va devoir orienter notre offre pour tenir compte aussi des éléments de santé mentale, d'isolement et de l'accessibilité universelle. Bref, il y a des changements certains au niveau des comportements et de la population. Au niveau des programmes, on gère des installations, on gère aussi des programmes. Là aussi, il faut regarder quel est l'impact que peut avoir la COVID. On parlait de populations des fois qui ont été un petit peu moins rejoints. Je vous invite à regarder la donnée qui est en bas à gauche, où 76% des personnes ayant une limitation disent que leurs besoins pour des programmes récréatifs n'ont pas été comblés pendant la période de pandémie. Certains me posaient la question, c'était quoi avant? C'était peut-être sûrement pas aussi élevé. En tout cas, on souhaite que ce ne soit pas aussi élevé, mais ça nous témoigne qu'il y a des populations qui, clairement, avaient encore un petit peu plus de difficultés à être rejointes. Oui, vas-y, Pierre. Excuse-moi, Steve. Si je peux me permettre là-dessus, c'est qu'effectivement, au niveau des personnes avec une limitation, on parlait qu'à peu près, à l'époque, là, il y avait au moins 50% qui trouvent, dans les sondages qu'on a eu au Québec en particulier, on parlait de 50% qui avaient une réponse à leurs besoins. Là, on est à 116% qui n'ont pas de réponse. Puis, ce qui est dit pour les personnes avec une limitation, c'est aussi la même chose pour les nouveaux arrivants. C'est aussi pour certaines populations sociaux défavorisées. Il y a eu un problème de rejoindre certaines clientèles qui nous a été exprimé dans le cadre de nos entretiens. Oui, puis je vous invite également à regarder une autre sphère de la population. C'est qu'on a aussi beaucoup d'intervenants de première ligne. Si on regarde qui sont les gens qui sont principalement là, dans les soins de santé, l'éducation, etc., à majorité des femmes, lorsqu'on voit que 32% des femmes disent qu'ils n'ont pas eu la chance de prioriser l'activité physique parce qu'ils avaient trop de temps à prendre soin des autres, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel, tellement d'enfants qui ont eu de l'école à la maison, etc., c'est peut-être une tranche de population qu'on devra voir comment on peut travailler avec celle-ci, la rejoindre pour répondre à ses besoins qui ont été non comblés, ou du moins une incapacité de temps à ce moment-là parce que trop d'énergie consacrée ailleurs. Juste poursuivre, excusez-moi.
Alors, au niveau des considérations à l'égard des programmes, mais c'est ça. Il faut voir le volet en personne virtuelle et hybride. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été refaits, essayées, que ce soit les modalités d'inscription. On a eu à gérer la capacité, donc plusieurs ont mis des modèles d'inscription en ligne. Même au niveau des activités libres, une patinoire extérieure, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens devoir réserver pour avoir leur temps, leur moment en famille à l'extérieur, de par la situation que l'on vivait. Donc, ça nous a forcé là, à repenser nos systèmes et repenser nos façons de procéder. Des cours en ligne, des cours hybrides ont été vécus parce que là, on avait des ouvertures et des fermetures qui se faisaient de façon assez régulière. Repenser les revenus, bien entendu, là, certains ont complètement été, Martin mentionnait tantôt, là, la baisse du nombre de personnel au niveau de son organisation. Bien entendu, si on gère un centre sportif, si on gère des programmes, des pandémies de la sorte vont avoir un impact majeur sur notre capacité de survie. Alors, il faudra repenser à nos modèles, comment on soutient la pratique du loisir, comment on soutient les installations afin que celles-ci puissent demeurer en place et qu'elles ne soient pas fragilisées au niveau de la prochaine crise. Et vous avez différents autres éléments là, qui sont mentionnés à l'intérieur de cette diapositive. J'avance au niveau des technologies. On l'a dit, comment les technologies ont pris une place importante. Oui, on a parlé de l'élément virtuel, donc les classes virtuelles, les espaces virtuels. Vous êtes ici aujourd'hui en Zoom avec nous, donc toute la place du télétravail, les rencontres, les communications. Certains nous ont dit avoir eu cette chance-là, au moins de partager et d'avoir accès à des formations qu'ils n'avaient pas accès auparavant à cause de l'éloignement. Ils devaient constamment se déplacer. On a mis des formations en ligne, on a trouvé le moyen de communiquer. Plusieurs avantages ont été faits et ont été amenés grâce, justement, profitant de cette opportunité-là ou profitant de cette crise-là, on va le dire comme ça. On a utilisé les moyens virtuels où on s'est déployé, on s'est donné une capacité. Il y a encore des enjeux. Il y a un fossé numérique qui est présent. On pense classe virtuelle, faire bouger les gens avec une application mobile. Mais le téléphone intelligent, c'est pas encore tout le monde qui a ça. Il y a encore des zones qui ne sont pas desservies au niveau des technologies, du Wi-Fi, des réseaux sans fil. On sait que le gouvernement met des efforts là-dessus, mais ce n'est pas encore établi partout. Sinon, on l'a vu, les technologies ont été effectivement un vecteur de changement, nous ont aidés à s'adapter. On a développé des nouvelles façons de voir, de scanner la participation. Est-ce que ces outils-là vont demeurer? Est-ce que ces outils-là vont être rendus disponibles? On sent qu'il y a tout un secteur qui est prêt à nous supporter et ce sera à nous, là, les organisations en sport, loisirs et activités physiques, de faire en sorte d'utiliser ces nouveaux moyens-là qu'on a et pour lesquels la population s'est adaptée aussi, a trouvé la façon d'utiliser davantage les technologies. Et tous ceux qui étaient un petit peu plus réfractaires, disons-le, aux technologies, n'ont pas vraiment le choix. Encore aujourd'hui, mais je recevais mon code QR pour la vaccination. Donc, c'est des technologies, c'est des façons de faire qui sont là. Des enjeux que l'on rencontre et qu'on rencontrera, c'est la protection des données personnelles, la sécurité, comment on vit avec ça, comment on gère tout ça. Ce sont des enjeux technologiques là, qui sont devant nous également. Donc, je parlais tantôt de nécessité ou d'opportunité. La tendance vers la technologie intelligente est devenue nécessaire. Les applications sont devenues aussi des façons de procéder. Je parlais de l'accès équitable, éthique et vie privée. Donc, vous avez là, les constats qui vous sont présentés. Si tu permets, Steve. Oui. Juste sur les considérations au plan technologique, une qui n'est pas mentionnée et qu'on aurait peut-être dû mettre, c'est tout l'aspect de la mutualisation de services, que la possibilité que ça ouvre de partager des expertises, de partager des ressources qui va devenir beaucoup plus facile maintenant grâce à la technologie. Puis, si tu me permets, je vais juste parler du petit graphique que tu viens de faire apparaître. C'est un sondage qui a été fait parmi les responsables municipaux au Canada, puis
qui ont demandé quel service municipal va subir le plus de changements suite à la COVID. Puis vous voyez le chiffre, là, je sais qu'on ne voit pas bien ce qui est mentionné, mais les deux qui sortent vraiment, c'est à 30 les bibliothèques, mais à 71 c'est service des sports et loisirs. Ou, excusez, quand je dis sport et loisirs, naturellement, c'est ma vieille mentalité qui revient, mais tout ce qui touche les parcs et les loisirs vont être impactés dans les municipalités. Alors, on voit qu'effectivement, au plan technologique, il y a beaucoup de considérations qui vont être amenées. Ça va être intéressant de voir comment tout ça va s'actualiser pour une meilleure offre de service. C'est un des grands défis qui nous est proposé suite à la COVID. Encore une fois, réfléchissez-y à un an et demi, comment vous étiez ouvert au télétravail, puis comment maintenant vous êtes encore plus ouvert au télétravail. Juste à faire cette comparaison-là, vous vous dites, OK, où on va être même dans un an et demi? Je m'excuse, Steve, d'avoir pris du temps. Non, non, pas du tout. C'est très bien, Pierre, et merci là, de cet élément-là. Effectivement, certains nous ont mentionné cette vision-là vers le futur de probablement, maintenant que les connexions, les concertations se sont établies, comment on peut travailler ensemble. Si quatre régions ou quatre organisations offrent des formations qui avant les faisaient de façon régionale, bien, est-ce qu'on peut mutualiser ce service-là et se faire une formation qui sera offerte à toutes les régions en même temps, où on mettra nos expertises en commun? Ça, c'est des exemples qui sont ressortis parce qu'on a commencé à voir que dès que je faisais un événement puis qu'il y avait une capacité virtuelle ou un mode hybride là, qui était accessible, bien, des demandes des autres régions arrivaient. Puis là, on se posait la question, est-ce qu'on les accepte ou on ne les accepte pas? Donc, déjà là, on voyait là, des services. Et bien entendu, comme une large expertise a quitté notre secteur et qu'on cherche à les ramener, bien, on est tous un peu dans ces enjeux-là. Est-ce que des fois, on voudra travailler ensemble pour justement se partager une ressource qui pourrait répondre à nos besoins de chacune de nos organisations? C'est des enjeux que l'on a. La dernière thématique que je voulais voir avec vous, c'est bien entendu, on parle d'entretien, des infections, des environnements. Je le disais un peu plus tôt, est-ce que tout ça, ça va disparaître là, au terme, par magie, au terme de la pandémie? Ben, je pense qu'il y a des gens qui se disent que ce n'est pas la dernière qu'on va vivre, c'est pas la dernière. En tout cas, il y a d'autres crises potentielles sanitaires devant nous. Peut-être peut-on prévenir. Et c'est aussi des attentes du public face à la salubrité des lieux. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix comme milieu, comme installation, de vérifier comment la transmission sur les surfaces, comment on la contrôle, la sécurité perçue. C'est bien différent de la sécurité réelle, hein, comment les gens se sentent effectivement en sécurité à l'intérieur de nos installations, la confiance qu'ils ont à l'égard des protocoles, de ce qu'ils voient à l'intérieur. On a vu des gens quitter des lieux, que ce soit des commerces ou des lieux de loisirs, parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans ces lieux-là. Quelle sera la prochaine étape? Et vous voyez, donc, filtration, nettoyage et désinfection, on peut s'attendre à ce que ça demeure pour le futur. Oui, Pierre. Oui, puis on comprend que la recherche n'est pas finie encore. Hein? Il y a encore des gens qui nettoient les surfaces, alors que certains disent, hey, on n'a pas besoin de nettoyer les surfaces. Puis on sait l'impact que ça a eu dans nos organisations, le fait que plus de protocoles. Regardez juste quand vous passez au magasin, puis qu'entre chacune des transactions, la commis prend la peine de nettoyer la caisse pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de transmission. On vit la même chose dans nos organisations. Fait que c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester, puis même s'ils ne sont pas utiles, que les gens vont percevoir encore comme utiles. Quand on s'est fait quasiment laver le cerveau en se faisant dire qu'il fallait faire. Rappelez-vous, là, un an, là, on lavait notre commande. Fait que là, il y a des gens qui le font encore aujourd'hui. Fait qu'on va avoir à jouer avec ça un peu. Fait que Steve, je voulais juste te remercier. Bien, effectivement, là, on n'est pas tout à fait rendu au merci. On va être rendu plus à présenter Geneviève. Oui. Je savais que tu t'en allais sur cette diapositive-là. Je voulais t'interrompre avant. Je l'enlève. C'est bon. Fait que tu peux sortir de ton écran, s'il te plaît. Je vais vous présenter notre prochaine intervenante. On a parlé de gens qui ont été effectivement là, dans la dernière année, qui ont été au front pratiquement pour les services de loisirs. Une personne au Québec que je veux particulièrement souligner le travail, c'est Geneviève.
Steve l'a dit, il y a eu plusieurs nouvelles opportunités. On a pu faire des contacts avec des gens avec qui on n'a jamais parlé. Probablement que Geneviève a parlé avec bien du monde dans la dernière année, avec qui elle aurait préféré pas parler, mais c'est fait. Fait que donc, je voudrais juste, dans le cadre de notre webinaire d'aujourd'hui, que Geneviève nous présente un peu le rôle que la QLM a joué, les perspectives qu'elle a par rapport à une reprise des organisations de sport et loisirs. Vas-y, Geneviève, je te laisse ça. Merci beaucoup, Pierre. Juste avant de partager mon écran, donc merci beaucoup de nous donner la chance de pouvoir vous présenter un petit peu ce que la QLM a pu faire pendant cette période-là. C'est sûr qu'on a il a fallu être on a été extrêmement réactifs, mais on a également été proactifs. Et je crois que c'est la combinaison des deux qui a finalement, on a pu répondre aux besoins de nos membres, en grande partie. Steve, j'ai écouté religieusement ce que tu as dit et de façon naturelle et spontanée, ce que vous avez ressorti, il y a beaucoup de choses que nous, pendant la pandémie, on a fait de façon vraiment, comme je disais, là, réactive et naturelle. Donc, je suis ravie de voir qu'on arrive à des mêmes conclusions. Évidemment, vous, c'était basé sur des données probantes. Dans notre cas, nous, c'est sur des données vécues pendant la pandémie. Fait que, finalement, des fois, il disait le terme qui ont bâti l'avion pendant qu'on vole, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran et je vais vous présenter un petit peu ce que la QLM a fait pendant cette période-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Association québécoise du loisir municipal, rapidement, plus de 2500 membres, c'est des professionnels en loisirs, c'est des directeurs de ville, c'est des élus. Donc, c'est vraiment les gens qui sont en relation avec le loisir municipal. Donc, on rejoint beaucoup de monde rapidement quand on parle vraiment de loisirs. Je travaille également pour la QLP, qui est l'Alliance québécoise du loisir municipal. Donc, on a des alliances également avec 2 autres associations pour les installations sportives et pour les gestionnaires aquatiques. Donc, quand on parle de loisirs publics, on pense qu'on est la QLP. Nous sommes vraiment la porte d'entrée. Ici, je présente à titre de la QLM parce qu'on parle vraiment du loisir municipal. Donc, en fait, la QLM s'est adaptée à 4 niveaux. On peut dire ça. Politique, du côté politique, collaboration avec ses partenaires, communication efficace et adaptation des activités. Donc, je vais les passer un par un. Donc, premièrement, gestion de crise, le rôle de politique. Bon, avant la pandémie, on a toujours eu des liens, nous, avec le ministère de l'Éducation. On fait toute la partie du département de sport et de loisirs. Mais pendant la période de COVID, on a accentué tout ce qui était notre relation. Donc, à tous les semaines, on avait, nous, dans les premiers temps, là, après ça s'est espacé, on avait des rencontres avec maintenant qui est le MEC, le ministère de l'Éducation, qu'on appelait le MES à l'époque. Et la ministre Isabelle Charret. Donc, la ministre Isabelle Charret conviait 11 des grandes associations provinciales, dont la QLM, pour pouvoir justement leur donner des nouvelles de qu'est-ce qui se passait, comment les choses étaient pour être gérées. Vous avez sûrement vu le fameux, ceux qui travaillent dans les municipalités ou en tout cas des organisations, vous avez sûrement entendu parler du fameux NAPRON là, de loisirs et sport. Donc, toute cette façon de communiquer a été mise en place avec les associations nationales. Donc, ça, c'est une première approche qu'on a fait et qui nous a permis de nous rapprocher d'eux et qui devient maintenant un réflexe de parler avec eux et eux de parler avec nous. Et quand je dis nous, c'est toutes les associations, bien sûr, provinciales qui touchent aux loisirs et au sport. Donc, ça, c'est une première approche qu'on s'est fait. On s'est rapproché aussi du MAMACH. Le MAMACH, qui est le ministère de l'Habitation, des municipalités et des habitations. En fait, le MAMACH ne touche pas vraiment aux loisirs et au sport. Par contre, quand il a été question de camps de jours municipaux, et vous avez peut-être entendu parler l'année passée, l'importance que les camps ont pris l'année passée, parce que là, on voyait que s'il n'y avait pas de camp l'été, qu'est-ce que les parents faisaient pour repartir l'économie, retourner à travailler?
s'il n'y avait pas la chance de placer leurs enfants dans des camps municipaux. C'était une substitution à l'école. Donc, là, le MAMACH a réalisé l'importance des camps de jour avec leurs élus et tout ça. On dit, bien, nous, on veut s'impliquer. Donc, évidemment, ils nous ont permis d'aller chercher des subventions qui étaient appliquées tant aux camps de jour municipaux et aussi aux camps de jour qui étaient privés. Mais donc, pour permettre aux parents de pouvoir continuer à travailler et à faire tourner l'école. Donc, on s'est rapproché du MAMACH, chose qu'on n'avait jamais fait avant. On a aussi rencontré le ministère des Finances, chose qu'on n'avait jamais fait avant, le ministre des Finances qui nous ont demandé c'était quoi l'impact de la COVID sur tout ce qui était installation sportive, les programmes qui ne seront pas offerts sur les citoyens. Donc, on a eu une première aussi rencontre avec eux. Et comme je disais, la direction du MEC, loisirs, on a toujours été en lien avec eux, mais ils ont même développé une ligne directrice de première ligne pour pouvoir discuter avec eux en tout temps pour pouvoir répondre aux questions. Donc, côté politique, il y a d'autres choses aussi. On a réformé nos liens avec nos partenaires. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus, l'UMQ et la FPM, qui sont aussi politiques, mais moi, je parle de politique gouvernementale. On a vraiment réussi à se rapprocher. On est correct dans le temps. Donc, après ça, on a eu un rôle de communication qui a fallu réagir très rapidement. Donc, on a créé un info COVID sur notre site Internet. On n'a pas attendu que ça se fasse. Nous, tout de suite, quand ça s'est produit, on a créé notre onglet et on a commencé à faire la traduction de ce qui se passait. Parce qu'étant donné qu'il y avait des décrets, il y avait plein de choses qui se passaient partout, on a créé un bulletin hebdomadaire et finalement, on traduisait ce qui se disait. On allait, donc on prenait tout ce qui se passait parce que c'était pas rassemblé comme ça l'est maintenant. Là. Ça fusait de toutes parts. Donc, nous, on prenait tout ce qui était loisir, on a créé un bulletin hebdomadaire, puis on l'envoyait toutes les semaines. Donc, on essayait finalement de faire du ménage dans tout ce qu'il disait. On le fait pendant à peu près 3 mois, le temps que les choses prennent leur forme et qu'il y ait des réseaux, des lignes de communication plus naturelles, plus automatiques qui se faisaient dans les bons réseaux. Mais disons qu'on a pallié à ça pendant les 3 premiers mois. Donc, ça, on a été très réactifs. Par la suite, on a eu des rencontres aussi avec nos représentants régionaux, nos membres pour leur parler, discuter. On a même, nous, écoutez, 2 semaines après qu'on a annoncé la fermeture, on a fait tout de suite une formation, nous, sur le télétravail. On se doutait que c'était pour arriver. Tout le monde s'en allait chez eux. Rapidement, on a donné une formation gratuite. Écoutez, ça s'en vient en télétravail. Tout le monde n'avait jamais travaillé en télétravail souvent. Donc, on a mis vraiment une formation. On dit voilà comment on peut nous mettre en place si votre municipalité le permet. Donc, on a fait ça. Aussi sur le stress, on était très rapide parce qu'on a pensé que c'était pour créer un stress sur nos membres. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a fait. On a utilisé des sondages sprint que j'appelle. C'est peut-être pas le bon terme, mais très, très court qui nous permettait d'aller valider certaines données sur les camps de jour, sur les employés, comment c'était traité. Très court, ça prenait peut-être 5 minutes à remplir le formulier. Et nous, ça nous donnait un portrait. Donc, le ministère était ravi parce qu'il utilisait tout de suite nos portraits, disait, ben voilà ce qui se passe. Est-ce que les gens vont lancer des camps de jour? Combien d'employés sont mis à pied? Donc, ce qui nous permettait d'avoir des portraits là, très, très, très rapides. Et au lieu de passer par des recherches, souvent, là, qu'on monte un formulaire, c'est long à remplir. Vraiment des petits sujets très rapides qu'on pouvait compléter pour avoir des portraits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. J'ai parlé des formations un petit peu plus tôt, des rencontres hebdomadaires avec notre CA, donc pour pouvoir informer tout le monde. Et les gens pouvaient nous écrire et à tout moment, on répondait dans la même journée, question-réponse, quitte à dire qu'on n'avait pas la réponse, mais que nous allions aller la chercher. Les leçons apprises et pratiques retenues et les tendances. Donc, ce qu'il faut, je crois, à retenir qui va rester, puis ça va un petit peu avec ce que Steve disait, tout ce qui est communication. Moi, c'est à mon 3e point, là, mais je le mets en premier parce que j'ai écouté ce que Steve disait. Donc, avoir des outils de communication clairs et officiels, ça, c'est une première chose. Ces réseaux-là deviennent de l'or pour les gens. Donc, de pouvoir communiquer très rapidement, avoir une information très rapide. En tout cas, savoir que quelqu'un s'occupe de ce qui se passe et qui est sur l'enquête, de trouver les réponses. Donc, ça, c'est des outils de communication clairs et efficaces. C'est vraiment quelque chose qu'on a amélioré pendant cette période-là. Travailler en concertation avec nos partenaires pour gagner en notoriété et avoir une force de groupe. Donc, on s'est rapproché beaucoup de Sport Québec, beaucoup des URLS. On sait beaucoup aussi du RESEC qui est le réseau sport étudiant.
Donc, de pouvoir se mettre ensemble, de discuter de sujets ensemble et de dire, ben voilà ce qui est important et comment il faut porter ça ensemble. Et ça a fait beaucoup de différence parce que ça permettait à ce moment-là au ministère, au lieu de communiquer à la pièce, ils pouvaient communiquer en groupe. Il y avait des porteurs de dossiers, ils pouvaient communiquer en groupe et on avait à ce moment-là une voix beaucoup plus forte. Qui va chercher mon point suivant, qui est rapprochement auprès des instances politiques, comme je vous disais. Le travail en mode virtuel aussi, ça a fait évoluer à une vitesse de la lumière des façons de faire qui ne seraient pas faites. Le Zoom, qui est explosé sur la bourse, évidemment aussi, Teams, tout ça, cette façon de faire-là qui avant était les gens n'étaient pas réfractaires, mais souvent, quand on avait le choix, on disait, on le fait en personne, en virtuel, on va y aller en personne. Maintenant, les gens, ça va sûrement être l'inverse. La question ne sera pas est-ce qu'on le fait en personne, c'est est-ce qu'on peut le faire en virtuel? Si on ne peut pas, on va le faire en personne. D'après moi, ça va être interchangé maintenant, la façon de penser. Et tout ce qui est formation et événements aussi en virtuel, il a fallu s'adapter très rapidement, chose qu'on n'avait jamais fait. Les plateformes d'événements ont explosé. Les entreprises qui l'offrent aussi, donc les façons de faire, c'est bien. Il y a un contact humain qui peut-être pas perdu, mais qui est plus difficile, mais on va chercher peut-être par contre une clientèle beaucoup plus large qui, des fois, avec la distance, se perd. Donc, moi, je pense que c'est des choses à retenir et qui sont là pour rester. Dans les tendances, ça rejoint un petit peu aussi ce que Steve disait. L'adaptation d'une offre bonifiée pour la pratique libre. Les gens, depuis un an, font beaucoup de choses seuls à l'heure qu'ils désirent le faire. Ils sont beaucoup moins encadrés. On a comme l'impression qu'il va y avoir une nouvelle tendance sur cette pratique libre-là. Donc, il va y avoir un impact sur les installations sportives, l'offre aussi sportive, récréative, de loisirs, comment on l'offre. Les gens vont peut-être moins avoir envie de se rendre à des cours à une telle heure. Donc, on voyait déjà un petit peu cette tendance-là, mais on pense que ça va être accéléré. Utilisation du virtuel dans l'offre de programmation aussi. Les spectacles, maintenant, il y a plus moins de place. Souvent, c'est diffusé en même temps, en virtuel. C'est quelque chose qui est intéressant. Ça va chercher les gens chez eux. Les gens qui ont de la difficulté à se déplacer, ils vont y avoir peut-être accès. Donc, ça, c'est une tendance qu'on pense qui s'en vient très rapidement. Les outils de travail en virtuel seront de plus en plus adaptés et les gens devront être formés pour les utiliser. On pense que c'est naturel, ça ne l'est pas. On a beaucoup d'acquis. On commence à être bon. Vraiment, on commence à être bon, mais il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être développées et il faudra rester à l'affût de ce qu'il va faire et apprendre à les utiliser. La gestion du télétravail. Donc, tout le monde est parti chez eux. Reviennent tranquillement. Donc, il va y avoir un équilibre. C'est sûr que les gens ont aimé ça, le télétravail. C'est sûr, on gagne du temps en transport et tout ça, mais est-ce que c'est aussi complet? Est-ce que les employeurs vont permettre ce télétravail-là à temps plein? Nous en doutons. On pense plutôt qu'il va y avoir un équilibre entre les deux qui va se produire. Des formations plus accessibles. Les gens vont pouvoir se former plus facilement, pas besoin de se déplacer. Avec la force des outils qui sont en train de se développer, on va pouvoir, ça va devenir beaucoup plus accessible. Les gens vont pouvoir se former, vont pouvoir avoir accès. Les coûts aussi qui sont moins dispendieux, les déplacements et tout ça. Donc, on croit que les gens vont axer beaucoup sur la formation. Et les fameux événements qui ont transféré complètement en virtuel seront, à notre avis, en bimodal. Donc, il faut tout revoir nos modèles d'événements, à savoir, oui, le faire en personne, mais en même temps en virtuel pour aller chercher une clientèle aussi qui ne peut pas. Donc, il faut revoir comment on fait. Nous, on pense qu'on a une bonne année devant nous, 1 an, 1 an et demi, à recomprendre les modèles que nous avions. Donc, c'est là-dessus qu'on se base, nous, pour regarder. Je m'excuse parce que je viens de voir qu'il y avait peut-être des questions qui déroulaient. Je les lirai par la suite. Donc, voilà pour nous les tendances à s'en venir. Je pense que j'ai rentré dans mon temps, Pierre, je l'espère. Donc, question? Geneviève, je vais me permettre, si tu peux juste quitter ton écran, je vais juste te permettre de te dire un gros merci pour ça. Je sais que tu as un enjeu de temps et effectivement, tu as raison de dire qu'en passant, c'est pas les gens qui posaient des questions, c'est moi qui disais aux gens, hey, si vous avez des questions. Voilà. C'est pas en même temps, c'est pour ça. C'est bon. Oui, voilà, je m'excuse de t'avoir dérangé avec ça. Geneviève, c'était une présentation exceptionnelle qui allait effectivement, comme tu dis, il aurait fallu qu'on se parle avant. On aurait présenté la même chose pratiquement parce que, comme tu le dis, tes résultats vécus,
puis tes constatations que tu as vécues intimement, pratiquement, correspondent à ce qu'on a senti dans l'ensemble de nos recherches. C'est pour ça qu'on trouvait important que tu viennes intervenir. Puis je voudrais juste vous féliciter, entre autres, pour la tenue à la QLM de votre salon virtuel. Donc, félicitations. On m'apprend à l'heure actuelle qu'on était effectivement une soixantaine de personnes sur le webinaire. Je vous signale que si vous avez trouvé ça intéressant, ben, ça sera disponible sur le canal YouTube de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Pendant que je finis mon petit bout, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Sinon, si je n'en vois pas, je vais continuer. Je vais juste peut-être faire l'invitation de Martin tout à l'heure par rapport au banc. Effectivement, on va publier 6 feuillets d'information précis relativement à tous les résultats des recherches que nous avons effectuées. Vous avez donc un qui va être fait saillant et les 5 thématiques qu'on a regardées ensemble. Donc, tout ce qui touche les programmes, tout ce qui touche l'entretien, tout ce qui touche l'activité physique, la technologie. Donc, on a des feuillets spécialisés que vous allez pouvoir utiliser, puis qu'on vous invite à partager dans vos groupes. Là. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis encore une fois, je vois Martin qui est en train de me regarder d'un gros air en disant « Oublie pas de parler du banc. » Oui, puis autant la QLM que la CPL, on vous invite à venir les chercher, de venir sur le site du banc, de vous abonner, puis de partager vos informations. Ce n'est pas juste de venir chercher de l'information, c'est aussi de partager vos bonnes idées, c'est aussi de partager ce que vous faites, des documents que vous avez publiés, peut-être des recherches que vous avez faites. On vous invite à les laisser là, puis à créer peut-être des groupes de discussion. Définitivement, ça sera là. Alors, j'ai Mme Ouellette ici qui me pose la question, mais où ça va être disponible, l'ensemble de cette documentation-là? Je viens de vous le dire, sur le banc de la CPL, mais en même temps, on va faire parvenir les faits saillants demain à l'ensemble des participants aujourd'hui. Alors, voilà. Je vois qu'à part la question de Mme Ouellette, puis encore une fois, je voudrais féliciter puis remercier Martin, Steve, remarquable présentation, puis Geneviève, vraiment un gros merci pour le partage de ton vécu. Puis je vois qu'il est 13h58, puis que tu commences à être fébrile un peu. Bien, je voudrais vous remercier tout le monde, ceux et celles qui sont là, d'avoir participé à ce webinaire-là. Je vous rappelle que ça va être disponible sur YouTube. Soyez à l'écoute des prochains événements. Probablement qu'on va faire des éléments régionaux. Puis si certains parmi vous sont intéressés à ce que nous faisons des présentations sur certains sujets ou peut-être l'articuler de façon plus précise dans des régions, appelez-nous, communiquez avec nous au réseau Accès Participation ou à l'Association canadienne des parcs et loisirs. Ça va nous faire plaisir. Alors, merci beaucoup tout le monde. Profitez du reste de votre après-midi. MJ, oui.